Écoutez, bonjour à tous. Je vous propose qu'on démarre. Juste petit mot d'introduction. Donc, Mines Paris Alumni, donc l'association des anciens élèves de l'école des mines de Paris, donc tout diplôme confondu. On est très heureux de vous accueillir en salle Vendôme pour cette table ronde. C'est un format un petit peu différent de ce qu'on peut faire. Je vais pas voler la vedette à nos intervenants. Puis je vais vous laisser profiter de cette table ronde. Donc on est ensemble jusqu'à à peu près 9h15. C'est pas une séquestration, hein, donc vous pouvez partir si vous voulez. Mais voilà, l'idée c'est table ronde et puis après un cocktail qui vous permettra d'échanger, gérer ensemble. C'est aussi l'occasion de rencontrer des camarades que vous pouvez n'avoir jamais croisés parce que promo différente, parce que cursus différent. Et puis aussi avec nos intervenants, si vous voulez approfondir les sujets. Voilà. Et puis aussi avec les membres bénévoles de l'association pour nous rencontrer, parce que je pense que beaucoup d'entre nous ne nous connaissent, voilà, vous ne connaissez pas. Donc, je vais juste vous dérouler le programme assez rapidement de la soirée. Donc, je vais laisser les intervenants se présenter. On posera juste quelques chiffres, histoire d'avoir quelques idées et des bases du pourquoi, du comment en fait cette table ronde est importante et pourquoi c'est un sujet sur lequel il faut communiquer. Et puis après, on a 4 parties où on évoquera d'abord qu'est-ce que c'est qu'un chef d'entreprise, parce qu'en réalité, derrière le mot dirigeant, il y a une multitude de réalités qui peuvent se cacher, mais il y a aussi des choses qui peuvent rassembler le chef d'entreprise. On verra un petit peu ce que c'est. Et puis ensuite, on verra en fait, comment prévenir la difficulté, puisque c'est le thème qui nous amène ici ce soir. C'est comment en fait, qu'est-ce que c'est que diriger une entreprise en difficulté? Qu'est-ce que je fais? Et comment surtout je m'en sors? Ensuite, donc, une partie sur gérer cette crise. Comment je fais? Quelles sont les ressources que je mobilise? Et qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux utiliser? Quelle est en fait, ma boîte à outils? Et puis, comment je rebondis après cette tempête? Quelles sont les solutions? Quelles sont les options? Et puis après, vous aurez besoin de reprendre des forces quand vous nous aurez écoutés. Voilà. Donc, je vais laisser les intervenants se présenter. Je vais peut-être honneur aux dames. Donc, Nathalie, je vous laisse vous présenter. Oui, c'est ça. euh, aujourd'hui associée. En termes de cursus, j'ai fait le Amiens et j'ai eu une première vie professionnelle dans le monde de l'entreprise, y compris chef d'entreprise et y compris chef d'entreprise ayant connu des difficultés. Et j'ai beaucoup d'appétence pour cette matière et pour mon job en général. Il faut rester appuyé ou... Oui, ça y est, ça fonctionne. Ouais. Donc, Michel Rességuier, j'ai créé il y a bientôt 25 ans un petit cabinet qui s'appelle Prosphère, dont le métier est de prendre des mandats sociaux dans des entreprises qui vivent un virage un peu compliqué. Donc, Prosphère devient dirigeant au sens juridique du terme, c'est-à-dire président, directeur général, gérant de l'entité. J'ai 20 salariés dans Prosphère et donc un ou deux d'entre nous allons nous consacrer évidemment à représenter Prosphère dans ce rôle de dirigeant. À ce titre-là, on a dirigé un peu plus de 220 entreprises depuis 25 ans. Donc, et dans des secteurs extrêmement variés, des situations extrêmement variées. Enfin, voilà. J'ai été pendant 16 ans dans le tribunal de commerce de Versailles, dont 8 en tant que président de ce tribunal. J'ai arrêté mes fonctions juridictionnelles en début de cette année. Voilà. Et comme activité professionnelle, eh bien, j'ai exercé une profession libérale en tant que commissaire aux comptes. Voilà. Olivier de Sassy, oui, ça très bien. Donc, j'interviens là aujourd'hui au titre du CIP. Donc, le CIP, c'est le Centre d'information et de prévention de difficultés des entreprises. C'est un organisme qui est sous l'égide, enfin, qui a été créé sous l'égide des chambres de commerce
avec la participation des tribunaux de commerce en grande partie, des barreaux et des chambres d'experts comptables. Donc le but, c'est de rencontrer les entreprises en ayant qu'on s'appelle trois compétences. Et je suis au CIP, pourquoi? Parce que je suis un ancien juge du tribunal de commerce de Béziers. J'ai été également président il y a un petit peu plus longtemps, et c'est à ce titre que je représente les tribunaux dans le cadre du CIP. Et sinon aussi à titre professionnel, puisque j'ai toujours un exercice, je suis courtier d'assurance. Ça n'a aucun rapport avec le reste. C'est pas du tout l'idée, mais c'est pour avoir un peu un panorama général. Donc chiffre INSEE, 4,5 millions d'entreprises, donc de toute taille. En fait, ce qu'on voit, c'est que sur les micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises, c'est plus de 99% du paysage entrepreneurial français. Le reste, donc, c'est des entreprises de taille intermédiaire et des grandes entreprises. Et en fait, parmi ce paysage-là, en 2024, il y a eu 65 000 procédures collectives qui ont été ouvertes. Donc, c'est une augmentation de 17% par rapport à l'année précédente et surtout de 27% par rapport à l'avant-Covid. En termes de procédures de prévention, donc c'est 9 000 procédures qui ont été ouvertes et pareil, une augmentation de plus de 7 points. Et c'est 192 000 emplois menacés en 2024. Donc ça, pour vous dire quoi? Juste pour vous dire que en fait, des entreprises qui connaissent des difficultés, il y en a, mais j'ai pas envie de placer cette table ronde sous un signal dramatique. L'idée n'est pas d'accuser, pas de mettre au pilori des entreprises qui peuvent connaître des difficultés, parce qu'en fait, ça arrive dans la vie. L'idée, c'est plutôt d'aborder ça avec un angle, comment je réagis, c'est pas nécessairement grave si j'anticipe et si j'ai les bons réflexes. Et je pense que la communication sur ce sujet est importante, quel que soit le public, et même si c'est pas vous, ça peut être quelqu'un que vous connaissez qui peut avoir besoin de ce support-là ou d'entendre ce discours-là. Et surtout, je pense qu'on est aussi dans un cadre bienveillant dans cette table ronde. Il n'y a pas de question de honte quand on connaît des difficultés. C'est juste en fait la vie. Donc, une fois que ce cadre-là est posé, je pense que voilà, on va pouvoir discuter de manière intelligente dans ce cadre-là. Donc, première question que je vais poser à nos intervenants, c'est en fait on l'a vu, il y a beaucoup d'entreprises, donc 4,5 millions. Il y a aussi beaucoup de dirigeants de ces entreprises-là. Et ils sont de générations différentes, ils ont des compétences différentes, une technique différente, des personnalités différentes. Donc on voit que c'est un paysage assez atomisé de personnes. Et pourtant, il y a des piliers qui les rassemblent. Et ces piliers-là, ces traits de caractère sont à la fois des forces sur lesquelles ils vont pouvoir s'appuyer, et puis c'est aussi des faiblesses, mais qui peuvent être liées à leur rôle. Et puis il y a aussi des événements environnementaux qui les caractérisent. Donc moi, j'aimerais vous entendre en fait parler du chef d'entreprise avant de savoir comment ce personnage-là, on va essayer de définir ensemble, peut activer des leviers de prévention. Donc, je vais peut-être, Olivier, te laisser démarrer sur cette question. Voilà, le plus difficile, c'est de démarrer. Donc, on va se lancer, on va sauter. Donc, un chef d'entreprise, à mon sens, il a comme caractéristique, les chefs d'entreprise ont comme caractéristique commune que ça se passe bien, que ça soit un peu plus difficile, que ce soit la vie quotidienne, d'être tout seul face à leurs responsabilités. Alors, quand je dis tout seul, il faut juste reprendre les chiffres qu'on vous a présentés il y a quelques instants. 95% des entreprises ont moins de 10 personnes. Donc, vous avez un chef d'entreprise, il est chef d'orchestre de tout le monde. Il est chef cuisinier également, il est écrivain accessoirement, et un peu curé, et aussi, il s'occupe beaucoup de social. Mais tout ça, c'est sur lui, ça lui reporte sur lui. Alors, il est entouré effectivement par un expert comptable, il va être
plus ou moins assisté par un banquier. J'espère qu'il n'y en a pas trop autour de la table. Mais ça va être quand même lui et lui tout seul qui va prendre la décision d'embaucher, de débaucher, de discuter avec le banquier, de discuter. Et si au bout d'un moment il a quelques difficultés, il est face à des turbulences, il va être encore tout seul. Et c'est, je crois, vraiment pour moi, ce qui caractérise le plus le chef d'entreprise, c'est cette espèce d'exercice solitude de la direction de sa boutique, parce que c'est quand même sa boutique, hein, parce que tous les gens qu'il a autour de lui, aussi dévoués qu'ils puissent être, c'est pas leur boutique, c'est pas leur bébé, soit ils l'ont créé, soit ils l'ont racheté, mais c'est vraiment quelque chose qui est viscéral chez le chef d'entreprise. J'ajouterais à cette présentation du chef d'entreprise, c'est que, bon, pour créer une entreprise, d'abord, il faut avoir du cran. Hein, ça ne se crée pas comme ça. Et il faut avoir des idées, bien évidemment. Et puis, ce qui caractérise le chef d'entreprise, c'est son optimisme. Parce que s'il n'était pas optimiste, il n'en créerait pas l'entreprise. Parce que vu les écueils qu'il va rencontrer au cours de sa carrière, effectivement, il faut avoir, si je puis dire, le cœur bien accroché. Et cet optimisme, il est fondamental au début, il est fondamental quand tout va bien, mais il ne faut pas qu'il s'emballe. Et il peut être un inconvénient quand ça va moins bien. Pourquoi? Parce qu'il est sûr de s'en sortir. Et il dira, demain, ça ira mieux. Et là, ça veut dire qu'il va commencer à ne pas avoir ces difficultés, où il va retarder le moment de les voir et d'essayer de les traiter. Donc, c'est un peu ennuyeux. Et cet optimisme, il faut qu'il soit pondéré. Et je terminerai juste là-dessus, c'est qu'il faut que le chef d'entreprise accepte les conseils. Souvent, il se dit, moi je sais, les autres ne connaissent pas. Et si il reste trop longtemps dans cette attitude, il va tarder à voir venir les difficultés et surtout, il pensera pouvoir les résoudre tout seul. L'expérience montre que ce n'est pas toujours vrai. Je partage totalement ce qui vient d'être dit. Et en ma qualité d'administrateur judiciaire, donc quand je suis désignée notamment en procédure collective par le tribunal pour assister donc une entreprise, mais au départ assister un chef d'entreprise dans résoudre les difficultés, en fait, je suis souvent confrontée effectivement à des chefs d'entreprise extrêmement optimistes et positifs. Et c'est ce qui fait qu'ils arrivent à embarquer leurs équipes et à les faire avancer. Mais au moment des difficultés, ça peut effectivement devenir une faiblesse parce que ça peut les amener à être un peu dans le déni de ce qui se passe autour d'eux, que ce soit le marché qui est en train de changer, que ce soit le chiffre d'affaires qui est en baisse depuis plusieurs mois. Et le chef d'entreprise typique va nous dire « Ah oui, mais le mois prochain, ça va aller mieux ». Et une partie de notre travail en qualité d'administrateur judiciaire, je trouve, c'est de faire atterrir le chef d'entreprise sur les changements qui sont autour de lui et comment adapter son entreprise à un monde qui change, à un chiffre d'affaires qui chute, à des problèmes de trésorerie qui arrivent. Et il y a toute cette phase que je qualifierais un peu de psychologique, parce que tant qu'on n'est pas en ouverture du chef d'entreprise sur réaliser ce qui se passe, on ne va pas avoir en face de nous quelqu'un qui va être à l'écoute et ça va être plus compliqué de l'aider. Et je suppose que Michel rencontre ça encore plus que moi. Donc, je vous ai proposé deux autres mots de qualification du chef d'entreprise, mais je vais donner en remarque liminaire qu'on parle ici, me semble-t-il, du mandataire social. Et ce n'est pas neutre, c'est-à-dire qu'au moment des difficultés, la personne qui est responsable et qui a toutes les manettes d'ailleurs, qui a tous les pouvoirs, c'est le mandataire social. Et par exemple, moi, quand je rencontre dans les entreprises avec j'arrive un directeur général salarié, je me dis toujours, ça c'est le début du bazar, parce qu'en fait, ça n'existe pas, quoi. Donc, ça n'existe pas juridiquement, donc ça ne veut rien dire. Et si l'entreprise est en difficulté,
eh bien, il y a un malentendu potentiel non négligeable. Et quand je dis responsabilité, quand un mandataire judiciaire, donc pas un administrateur judiciaire, mais un mandataire judiciaire, recherche des responsabilités et tente de demander à quelqu'un de combler le passif, c'est-à-dire la dette qui ne sera éventuellement pas payée par l'entreprise, eh ben, c'est vers le mandataire social qui se tourne le plus souvent. Hein. Voilà, donc juste ça à titre liminaire, mais juste pour dire de quel chef d'entreprise on parle au fond, hein, il me semble. Après, moi, je voudrais vous proposer donc 2 qualifications complémentaires à ce qui vient dit, et je souscris totalement évidemment à ce qui vient d'être dit. Je suis désolé, parce que peut-être il y a des moments où on pourra débattre un peu, hein, mais là, je ne peux qu'être d'accord, hein, pas faire semblant. Hein. Il y a une autre façon de parler de l'optimisme et du manque d'écoute, c'est l'ego. Et j'échappe sans doute pas à ce que je vais dire, voilà, j'en suis conscient, mais c'est pas grave. Un chef d'entreprise, c'est souvent quelqu'un qui a un ego très fort, qui a le goût du pouvoir, hein, qui a envie d'exercer le pouvoir. Ça a des avantages et des inconvénients, parce que, comme vous le disiez, s'il n'avait pas ça, ben, il n'aurait probablement pas créé son entreprise. Hein. Il a envie d'être indépendant, il n'a pas envie d'être dans un lien de subordination, ce qui est le cas d'un salarié au sens juridique du terme. Hein. Voilà, mais donc ça je pense, c'est pas neutre, et c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile, évidemment, à manœuvrer. Pour les juges, pour les administrateurs judiciaires, pour leur conseiller en général, et pour nous, parfois, quand nous sommes en co-mandat. C'est-à-dire que nous, on peut être nommé directeur, Prosper peut être nommé directeur général d'un président qui est propriétaire, par exemple, qui n'est pas propriétaire d'ailleurs, peu importe, mais voilà. Et donc, on devient 2 à exercer le pouvoir. Et nous, quand on vient pas pour être le numéro 2, si vous voulez, quelque part. Donc, il faut qu'il nous laisse de la place. Donc, voilà, c'est qu'il y a des enjeux. Sinon, on n'est pas nommé. Donc, l'ego, je pense que c'est un sujet important, et on y reviendra, à mon avis, dans le cadre de la suite de nos échanges. Et la deuxième chose, c'est que très souvent, alors c'est pas absolument général, mais dans la majorité des cas, le chef d'entreprise, enfin le dirigeant, donc le chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui a une compétence sectorielle. C'est-à-dire qu'il connaît bien un métier. Alors, c'est pas toujours vrai, hein, il y a des exceptions évidemment à ce que je suis en train de dire, mais très souvent quand même, c'est quelqu'un qui va, et surtout les fondateurs, sentir qu'il y a une application particulière de sa compétence sectorielle que le marché attend. Alors, c'est évidemment une force, c'est ce qui fait que son entreprise va décoller, hein, et ça peut se révéler une faiblesse parce que, tu le disais à l'instant, le monde change autour et sa compétence, elle ne change pas forcément. Et donc, ce qui a été un facteur clé de succès à un moment peut devenir un facteur clé de mortifère, enfin létal pour l'entreprise. Et ça, c'est quand même très dur à admettre parce que, alors, je disais, la personne a un égo fort, enfin, je me mets tout simplement à la place. Hein. Vous me dites demain matin, Michel, tu es charmant, tu as été au bon moment, au bon endroit pour créer Prosper, toute petite entreprise, hein, bon, 20 salariés, bon, très bien. Et même maintenant, tes compétences, honnêtement, elles sont plutôt destructrices de Prosper qu'autre chose. Vous voyez, bon, je me dis, il est temps que je prenne ma retraite si on me dit ça, quoi. Vous voyez, c'est un peu angoissant quand même. Enfin, et d'un point de vue narcissique, et on a tous besoin de se regarder dans la glace et de se dire qu'on n'est pas trop moche, quoi. Hein, c'est super dur. C'est humainement super dur. Hein. Voilà, je voulais rajouter ces deux remarques-là. Peut-être. Oui. Un mandataire social. Non. Vous êtes dans une école d'ingénieur à la base. Oui. Donc, en fait, ce que Michel voulait dire, c'est la différence entre un directeur général salarié, qui a un lien de subordination avec un président, alors que le mandataire social, c'est le représentant légal de la société, qui est sans filet. Ça, je voulais aussi l'ajouter, parce qu'en fait, ce qui fait aussi la particularité du chef d'entreprise, c'est qu'on est en France, dans un pays où les salariés sont très, très protégés, avec un droit du travail qui est fort, avec, y compris lorsque l'entreprise est en difficulté, un système qui s'appelle l'AGS, qui permet une forte protection et prise en charge des salariés. Et à contrario, le mandataire social, donc sauf à ce qu'il soit muni d'un golden parachute, mais dans la majorité des entreprises, des PME, on n'est pas du tout sur ce type d'histoire. Hein. On est sur des mandataires sociaux, donc qui sont en responsabilité, qui sont les représentants légaux. Et s'ils sont démis de leur mandat social, ça peut être du jour au lendemain.
Moi, je me souviens très bien quand j'étais salariée dans le textile. Un jour, j'arrive à mon bureau, j'avais un chef qui était un mandataire social et on me dit, ah ben, il part ce midi. Donc, c'est ça, le mandat social, ça prend fin du jour au lendemain et le chef d'entreprise se retrouve sans aucune couverture, sauf s'il a mis en place des systèmes dont on pourra parler tout à l'heure. Et vis-à-vis du tribunal, et y compris le cas que Michel soulevait, si il y a des sanctions liées à des fautes de gestion, ce qui n'est quand même pas la majorité des cas, hein, c'est très minime le pourcentage des sanctions dans les entreprises en difficulté, mais ça augmente un petit peu. Ben, en fait, c'est vraiment ce mandataire social qui est en responsabilité et non pas, par exemple, le directeur salarié qui pourra prouver qu'il a un lien de subordination. Je voudrais juste ajouter une chose pour qu'il n'y ait pas de confusion dans les esprits. Dans la plupart des cas, le mandataire social et le dirigeant, c'est la même personne. C'est-à-dire que vous créez votre entreprise, vous y mettez de l'argent, vous allez être à la fois le dirigeant de cette entreprise, c'est vous qui avez eu l'idée, et vous êtes en même temps le mandataire social de cette entreprise, parce que vous allez la représenter vis-à-vis de l'extérieur, vous allez l'engager, cette société, en signant des conventions, en signant des contrats. Donc, vous allez parler en tant que mandataire social de la société que vous avez créée ou à laquelle vous participez. Donc, soyons clairs, là, je vais voir les choses du côté du tribunal de commerce. On citait tout à l'heure quelques chiffres. 90% des entreprises ont moins de 10 salariés. Et la plupart du temps, dans ces entreprises, eh bien, celui qui a créé, celui qui la dirige, eh bien, c'est la même personne. D'accord ? Donc, la seule chose, c'est qu'effectivement, dans la loi, on distingue celui qui est salarié de celui qui ne l'est pas. Parce qu'en plus, le mandataire social qui a créé l'entreprise, qui en est propriétaire, il est, pour des raisons fiscales, également salarié de son entreprise. Donc, si vous voulez, vous avez ces concepts juridiques qu'il faut, quand on veut se lancer à créer une entreprise, à manier et savoir effectivement là où on met les pieds, si vous voulez. Voilà. Juste une chose par rapport à la question des difficultés de l'entreprise, il n'y a que le mandataire social qui puisse décider de déposer une requête alors, à part le procureur, évidemment, mais je veux dire, au sein de l'entreprise. Hein. C'est-à-dire que les actionnaires ou le conseil d'administration ne peut pas déclencher le redressement judiciaire d'une entreprise. Et moi, il m'est arrivé, alors moi, je suis toujours dirigeant non actionnaire. Donc, évidemment, je ne corresponds pas à la grande majorité des PME, des TPE dont on est en train de parler. Et il m'est arrivé d'avoir un conseil d'administration chez une entreprise à nouveau, par exemple, le conseil d'administration a voté contre. Je l'ai consulté quand même, hein, je lui ai demandé son avis. Donc, et c'est une société cotée. C'est une société cotée. Voté contre la demande d'ouverture d'un redressement judiciaire. Et moi, j'estimais que la seule façon de sauver les activités et les emplois, c'était une cession à quelqu'un qui remettrait de l'argent dans le business et qui ne paierait pas les dettes. Et donc, il fallait passer par un redressement judiciaire. Et j'ai quand même fait ouvrir la procédure. Hein. Donc, vous voyez, c'est quand même bien spécifique. Il y a une casquette qui va avec ce mandat, quoi. C'est ce que je veux dire. Merci à tous donc, pour les précisions. Je vous propose qu'on avance un peu. On pourra débattre des définitions précises de chaque terme post-table ronde. La question, en fait, c'est maintenant, on va plutôt rentrer sur le thème de la prévention. En fait, on l'a vu ensemble, donc le dirigeant, il est seul, mais il a aussi énormément d'ego, d'optimisme, de courage. On pourrait mettre un peu les termes qu'on veut. Mais de fait, par ses caractéristiques, il perd souvent en lucidité. Parce qu'en fait, il a la tête dans le guidon. Vous avez très bien utilisé le terme de c'est son bébé. Je pense que c'est un verbatim qu'il faut conserver et avoir en tête. Moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est je suis dirigeant. Je souhaite prévenir les difficultés parce que j'ai conscience en fait de mes forces et de mes faiblesses, parce que j'ai écouté une super table ronde. Voilà. En fait, comment je conserve de la lucidité? Comment je me prémunis au mieux de me retrouver dans un... Alors, l'expression n'est pas top, mais comment je me prémunis au mieux de me retrouver dans un corner? Je vais peut-être
te laisser commencer et puis je referai. Voilà, je vais prendre le début parce que je suis en théorie, en tant que représentant donc, du CIP, je fais partie des premiers organismes qui peuvent porter assistance à un chef d'entreprise. Je vais vous donner 2 chiffres. Les gens qui vont directement voir le tribunal de commerce, lorsqu'ils ont des difficultés, on arrive à, tu m'arrêtes si je me trompe, je crois, c'est 96% de liquidation immédiate. Un petit peu moins. Lorsque les gens passent par le CIP, on en sauve 76%. Le tribunal en sauve 76%, puisque le CIP n'a aucune espèce de pouvoir pour faire quoi que ce soit. Donc, le but, c'est d'essayer d'intervenir le plus vite et le plus tôt possible et d'intervenir de façon tout à fait pluridisciplinaire dans un cadre relativement anonyme et relativement rassurant qui est le cadre de la chambre de commerce. Les chambres, parce qu'il faut bien savoir, en France, on a des outils pour aider l'entreprise lorsqu'elle a des difficultés passagères qui sont extraordinaires. Ces outils ne sont pas connus et ces outils sont mal utilisés, l'un étant souvent la conséquence de l'autre. Donc, nous, au niveau du CIP, nous avons un avocat, un expert comptable, un ancien juge et un représentant des chambres de commerce. Le but, c'est que le chef d'entreprise vienne exposer ses difficultés de façon anonyme et il nous raconte ce qu'il veut. Ce qui veut dire que par là, il n'est pas obligé de tout nous dire, il peut l'embellir, il peut nous raconter ce qu'il veut, on ne lui demandera rien et il partira libre parce qu'il a très très peur que s'il va à côté, il ne repartira pas libre, ce qui est une bêtise incommensurable. Mais peu importe, c'est l'idée que les gens en ont. Donc, ils viennent nous voir et en fonction de ce qu'ils nous disent, on essaye de les inviter à se rapprocher de la solution qui nous paraît la plus pertinente. Je vais vous donner un exemple et puis après je me tais pour cette partie. On avait quelqu'un qui était venu, qui nous avait expliqué ses difficultés, c'était totalement incohérent et ce qui nous a paru le plus pertinent, ça a été de lui dire « Retournez voir votre expert comptable, ce point, ça ne marche pas ensemble ». Alors, je vais vous donner l'exemple, il nous avait dit qu'il avait au bilan un stock qui correspondait à peu près 9 mois d'activité. Et il nous a dit, en vérité, j'ai 2 cartons. On l'a dit, il y a un truc qui ne va pas. On ne peut pas vous donner d'idées, on ne peut pas vous inviter à aller dans une direction ou dans une autre. Allez voir votre expert comptable, mettez votre bilan au clair parce qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles. Et si demain, on vous envoie vers la commission des chefs de service, si on vous envoie vers le tribunal, si on vous envoie vers votre banquier, vous n'aurez rien à dire, vous n'aurez rien à vendre parce que votre système est incohérent. Et une fois qu'on a eu dit ça, il est parti, il a fait ce qu'il a voulu. J'ose espérer qu'ils se sont mis d'accord avec leur comptable et puis qu'après, en fonction des difficultés, ils auront trouvé la meilleure solution, la solution la plus adaptée. Par rapport à ce sujet, donc, à cette question, qu'est-ce que le chef d'entreprise doit faire quand il commence à pressentir effectivement des difficultés? Alors d'abord, par rapport au CIP, donc CIP, c'est Centre d'information sur la prévention des difficultés des entreprises. Donc c'est totalement extérieur au tribunal. Mais moi, j'ai constaté en tant que juge et en tant que président de tribunal que beaucoup de chefs d'entreprise, malheureusement, et je parle des plus petites, n'oublions pas, c'était dit tout à l'heure que les dossiers que le tribunal de commerce a, c'est pour 90 à 95% des entreprises qui ont au plus 10 salariés. Alors, je fais juste là aussi une petite parenthèse. Quand on entend dans la presse que telle ou telle entreprise, on peut citer quelques grands noms qui défraient la chronique, c'est infinitésimal comme type d'information d'entreprises qui ont des difficultés par rapport effectivement à tout ce que les tribunaux de commerce traitent. On ne parle jamais du chef d'entreprise qui a 5 salariés, qui se casse la figure et qui est malheureux comme les pierres parce qu'il va devoir
effectivement licencier des collaborateurs avec lesquels il a des relations qui sont sans commune mesure en termes de compagnonnage, de rapprochement par rapport à effectivement le dirigeant de Casino ou le dirigeant d'Orpea ou je ne sais pas quoi, qui est un dirigeant salarié et qui est complètement à côté de la plaque. Néanmoins, effectivement, on va ne parler que de cela, alors que toutes les petites entreprises qui meurent tous les jours, on n'en parle jamais. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point qui, avec mon expérience, me navre, c'est que quand nous avons la possibilité au tribunal, lorsqu'on a des éléments pour lesquels nous considérons que l'entreprise rencontre des difficultés, c'est de demander au chef d'entreprise de venir avoir un entretien confidentiel avec le président du tribunal ou avec un juge qu'il a délégué en la matière. Il est navrant de constater, que un chef d'entreprise sur 2 qui est convoqué ne vient pas. Deuxièmement, lorsqu'il vient, il vient sans papier, sans document. À chaque fois, on met dans le courrier qu'il vienne avec son conseil. Son conseil peut être un avocat, peut être surtout un expert comptable. Et quand vous l'interrogez, vous lui dites « Bon, monsieur, vous rencontrez des difficultés. Là, nous voyons qu'il y a tel et tel élément qui montre que vous rencontrez des difficultés. Vous avez du retard à payer les cotisations sociales, vous avez des inscriptions de privilèges de l'URSSAF, des choses comme ça. » Et quand je lui pose la question, il dit « Oui, mais ça, c'est mon comptable. » Donc, il n'a pas pris conscience de la situation. Ou alors, il nous dit j'ai commencé à discuter avec l'administration fiscale pour mon retard de TVA. Mais ils ne me répondent pas. Mais bien sûr, parce qu'il n'a pas donné les bons documents pour essayer que l'administration lui accorde des délais afin qu'il redresse la situation. Donc, si vous voulez, il est chef d'entreprise, il ne faut pas qu'il néglige l'intendance. Parce que lui, il considère que la compta, c'est son intendance. Et puis, s'il y a un problème, il pose la question à son comptable. Donc, ça me paraît aussi un point important. Et je terminerai juste une chose, c'est que je regrette que là, on parle des difficultés des entreprises. La porte du président du tribunal, elle est toujours ouverte. N'importe qui peut prendre rendez-vous avec un président de tribunal de commerce. N'importe qui peut y entrer, en ressortir libre, mais en ressortir, et là, pour moi, c'est une vraie satisfaction, qu'ils peuvent dire qu'ils y voient un peu plus clair après un entretien qu'on peut avoir d'une demi-heure, 3/4 d'heure, où on va leur donner certaines orientations possibles, à charge pour eux de prendre la décision qu'ils souhaitent. Mais ça, c'est quand même pour moi, très réconfortant. Malheureusement, ils ne sont pas très nombreux à faire ça. Donc, si vous êtes chef d'entreprise, si vous avez des amis qui ont des difficultés, dites-leur sans vraiment aucune retenue qu'ils prennent rendez-vous avec le président du tribunal. Ils seront reçus extrêmement rapidement et ils ne ressortiront pas avec des menottes. Hein, soyez clair. On est tribunal, c'est vrai, et c'est très dommage de nous appeler comme ça. Hein, mais c'est quand même absolument vital de venir, et là, vous l'avez dit, il faut anticiper. J'anticipe peut-être par rapport à d'autres questions, mais je le répéterai. Je voulais rebondir sur qu'est-ce qui peut aider à prévenir les difficultés. Je pense que moi, je rencontre tous les jours des chefs d'entreprise, de petites entreprises, hein, mais jusqu'à 100 salariés, qui, lorsque je leur dis j'ai vu ça à l'actif, j'ai vu ça au passif, j'ai vu ça dans le compte de résultat, qui me disent mais moi, ça, je ne sais pas, il faut aller voir mon expert comptable. Et moi, je trouve ça vraiment dommage qu'en France, typiquement, on n'ait pas une formation obligatoire à la compréhension du compte de résultat et du bilan avant d'être chef d'entreprise. Encore aujourd'hui, j'ai reçu un chef d'entreprise qui a une holding avec 5 sociétés French. Donc, ce n'est pas quand même le boulanger du coin non plus, quoi. Il y a beaucoup d'emplois et qui ne sait pas lire ni un compte de résultat, ni un bilan. Et donc, un conseil, en tout cas, c'est vraiment pour un chef d'entreprise, quand il crée son entreprise ou quand il évolue ou quand il rachète une entreprise, de s'entourer d'un expert comptable qui est capable d'avoir vraiment la fonction de conseil et de lui expliquer comment lire les chiffres,
qu'est-ce que ça veut dire à chaque fin d'année, lorsqu'on sort les comptes, les comptes qui sont sortis, OK, il faut les déposer au tribunal de commerce, OK, il faut envoyer l'alias fiscal aux impôts, mais avant tout, c'est pour le chef d'entreprise de comprendre comment se traduit ce qui s'est passé dans son entreprise au cours des 12 derniers mois. Alors, ouais. C'est vrai que c'est difficile hein, de prévenir les difficultés parce qu'on a parlé de l'optimisme, hein, voilà, et on peut parler aussi de l'angle mort. C'est-à-dire, bien sûr, il sent qu'il y a quelque chose qui fléchit, et les salariés le sentent aussi en général, mais de là à le nommer, à le mesurer, etc., voilà, c'est compliqué. Je ne peux que souscrire au plaidoyer vibrant de Xavier Aubry à l'instant. On est très bien accueillis dans les tribunaux de commerce dans les phases préventives. Vraiment, ça, c'est très vrai. Alors, évidemment, moi j'ai l'habitude, c'est pas grave, là, j'arrive non seulement avec les dossiers, mais avec un petit mémo que je remets au juge, mais parce que parfois je viens lui expliquer que effectivement peut-être je devrais déclarer cessation des paiements, mais qu'à mon avis le sauvetage de l'entreprise passe par le fait de me laisser un tout petit peu de temps et je ressors libre effectivement, comme vous dites, et bien compris. Je crois que au fond la première mesure préventive, c'est quand même d'avoir un comité stratégique, un conseil d'administration, un comité de surveillance, enfin, comme vous voulez, un groupe de gens qualifiés, de personnes qualifiées extérieures à l'entreprise et extérieures à la famille. Je ne saurais trop insister sur ce deuxième point. Qui soient à la fois bienveillants mais exigeants, donc des gens qui sont capables de risquer la relation en disant au chef d'entreprise qu'il n'a pas forcément envie d'entendre, hein. Et de se réunir régulièrement. Et de rendre compte, hein, il y a une formule que vous connaissez tous, en rendant compte, on se rend compte, on se rend compte soi-même, voilà. Rendre compte de ce qu'on fait. Moi, parfois, je garde des mandats comme ça, c'est-à-dire on dirige une entreprise, on la redresse, et le propriétaire dirigeant me dit, bon, je n'ai pas envie que ça m'arrive une deuxième fois, donc je vais créer un petit comité, est-ce que tu veux bien rester, quoi, hein? J'étais ce matin en assemblée générale d'une société qu'on a redressée il y a quelques années, et d'ailleurs dont je suis toujours président de la holding, mais ça me prend presque plus rien, enfin, je veux dire, voilà. Et je pourrais ne pas avoir même aucun mandat, enfin, ce n'est plus la question du tout. Voilà, je crois que c'est quand même le premier levier, parce que c'est le problème de l'angle mort, quoi. C'est le problème de ce que je ne veux pas voir, de ce que je ne peux pas voir éventuellement, hein. L'angle mort, c'est pas forcément une mauvaise volonté, c'est aussi voilà. Vous savez, moi, j'ai conduit des voitures quand j'étais petit où il n'y avait pas des bip-bip partout, hein. Et donc, quand on reculait, on pouvait avoir un angle mort et prendre le poteau du parking. Voilà. Alors, juste avant de conclure, je me permets de rebondir sur ce point-là, parce que dans les échanges préparatoires qu'on a eus, donc on a tous fait ressortir la question de la lucidité, et justement le fait de poser les bonnes questions, celles qu'on ne se serait pas nécessairement posées, enfin, d'un mot, parce que sinon on va trop dériver. J'aimerais juste que d'un mot, chacun, vous me disiez comment je fais en fait pour élargir mon champ de vision. Comment je fais pour ne pas rester avec des œillères? On a vu un certain nombre de choses, des rendez-vous avec les présidents de tribunaux de commerce, mais est-ce qu'il y a des outils tout simples, juste pour se dire, et aussi pour pallier peut-être le sujet de la solitude qu'on voyait au début, je ne suis pas tout seul, je me pose d'autres questions, je ne me coupe pas de réalité et je récupère des informations, je reviens sur l'environnement qui change très lentement. En fait, je récupère des informations, des petits signaux qui font que je suis toujours connectée à ce qui se passe et que, de fait, je préviens un petit peu les misères qui pourraient m'arriver. Est-ce que, voilà, d'un mot, vous pourriez réagir avant qu'on passe à la suite? On fait vraiment dans l'ordre là maintenant. Ça y est, on a pris l'habitude. C'est pour ça que j'attendais un petit peu pour reprendre, mais pas de souci. Non, mais moi, bien évidemment, si vous voulez, ce vers quoi je tendrais à pencher pour le chef d'entreprise, on va retomber dans les mêmes propos liminaires de tout à l'heure. Moi, pour moi, le plus dangereux pour le chef d'entreprise, c'est sa solitude. Donc, il est seul face à lui-même. Il peut s'entourer de gens compétents, ce n'est pas un souci. Il est souvent très, très bon, ce qu'a très bien expliqué Michel tout à l'heure, dans son métier. Mais généralement, c'est une buse à côté.
Donc, partant de là, il faut qu'il ouvre chez Sacra, il faut vraiment qu'il voit du monde. Et pour voir du monde, je crois que tout ce qui est les réseaux, alors les réseaux, vous y mettez tout ce que vous voulez dedans, tout ce que vous ne voulez pas. Mais ça peut être les syndicats professionnels, ça peut être les amicales, ça peut être les clubs services, ça peut être toutes les assemblées, clubs philosophiques, religieux, politiques que vous imaginez. Le but du jeu étant non pas de rencontrer des gens intelligents, parce que c'est assez rare, mais en revanche, vous allez voir beaucoup de gens qui vont avoir des idées sur éventuellement le même métier que vous, mais qui ne vont pas l'aborder de la même manière, une façon de gérer les difficultés, un ressenti d'un marché général, et vous dites, OK, je suis chef d'entreprise, j'ai rencontré d'autres gens dans d'autres conditions que mes conseils les plus proches, et effectivement, je pense que je suis dans le vrai. Non, dans le vrai, je pense que je suis un petit peu à côté, je n'ai pas compris ce qu'on m'a dit, donc ça peut permettre de se poser je ne dirais pas les bonnes questions, mais au moins un début de commencement d'interrogation en disant est-ce que je fais comme il faut ce que je pensais bien faire. Qui gagne. Je change au prochain tour. Je fais dans l'ordre inverse. Je pense que les mots importants, c'est ne pas être dans le déni, ne pas cacher ses difficultés. Il n'y a pas de honte à avoir des difficultés. Regardez, dans le modèle anglo-saxon, on apprend de ses erreurs, on apprend de ses difficultés. En France, ce n'est pas parfaitement intégré. Et ça rejoint la problématique de l'ego. Donc, moi, je dis ne pas rester dans le déni et anticiper. Donc, savoir parler de ses difficultés, et il y a des endroits où on peut en parler en toute confidentialité. Oui, la culture de l'échec, la culture du rebond. Donc peut-être que c'est aussi des changements au niveau éducatif, comme ici on est dans une école, j'en profite, parce que c'est vrai que il y a quelqu'un qui vient d'écrire, justement une EM Lyon qui vient d'écrire un papier sur le fait que c'était pas suffisamment enseigné dans les écoles de commerce, dans les écoles de gestion. Je crois que pourtant à HEC, il y a quand même ils sont un peu précurseurs sur ces sujets. Mais je pense que c'est important de se dire, bah oui, une entreprise, c'est un être vivant qui va naître, qui va peut-être mourir, et que en fait, l'échec va permettre de rebondir et va permettre de rendre plus fort. Mais c'est vrai que c'est plus la culture anglo-saxonne que la culture française. Et c'est ce qui souvent limite la parole du chef d'entreprise qui, confronté à des difficultés, son premier réflexe va être un peu de se recroqueviller parce qu'il va y avoir le sentiment un peu de honte, de culpabilité. Donc tout ce qui peut servir à ouvrir, à faire ouvrir les chefs d'entreprise sur les difficultés, ça peut aider. On a screené à la demande de fonds d'investissement qui voulaient qu'on forme leur conseil d'administration. On a screené toutes les entreprises qu'on a dirigées. On a essayé de trouver, d'identifier des signaux faibles qui se répétaient. Voilà. Et on a 14, je crois, et je présente ça régulièrement. Et souvent, j'ai des chefs d'entreprise qui me disent oui, bon, s'ils me disent j'en ai 0, je me dis là, c'est très grave, parce qu'il y a toujours un problème dans une entreprise. Mais quand on a beaucoup, ça a 12 sur 14, c'est probablement que ça va mal. Ouais. Alors, je vais juste en citer un, parce que tu nous as dit un mot. C'est un très mauvais timekeeper. Qui est le contrat du siècle. Tu vois, qui est ça commence à aller mal, mais je suis en train de négocier un super contrat. Et donc, en fait, je ne traite pas la maladie, si je puis dire, la difficulté de mon core business qui est en train de dériver. Et je mets en plus toutes les forces de l'entreprise et celles du chef d'entreprise sur ce nouveau contrat qui est censé nous sauver. Et mon expérience, c'est que 9 fois sur 10, et là je suis même optimiste, le nouveau contrat, il n'arrive pas dans les conditions prévues, pas dans les délais prévus, s'il arrive même un jour, quoi. Il a été négocié, c'est pas un fictif, hein, mais en fait, ça n'arrive pas dans les conditions nécessaires pour résoudre le problème, quoi. Ouais. Et éviter les problèmes. Super clair et merci pour les compléments à tous les quatre. Alors, on vient de le voir, donc on essaye au mieux de prévenir et je pense que
le dirigeant souhaite le faire, parce que son objectif, c'est quand même pas de se retrouver dans des galères incommensurables. La question, c'est que une difficulté, elle peut quand même se présenter. Et parfois, le dirigeant doit se mettre dans un autre mode de fonctionnement, qui est un mode de fonctionnement de crise, de guerre, appelons-le comme on veut. Donc, moi, j'ai une question qui est un peu double. C'est comment est-ce qu'en fait, je me place dans un autre mode de fonctionnement, de crise? Comment est-ce que je switch, en fait, et qu'est-ce que je viens mobiliser? Quelles sont les ressources que je viens mobiliser? Comment je fais quand ça arrive? Comment je me transforme en chef de guerre avec mes salariés? Première partie de la question. Et en fait, deuxième partie de la question, c'est, bon, on sait que, on l'a vu au début de la table ronde, c'est difficile de s'en sortir seul. Et du coup, vers quelle structure je me tourne? Et là, concrètement, oui, il y a des outils judiciaires, administratifs, etc. Quels sont-ils? Est-ce que vous pourriez nous les présenter, notamment ceux qui sont impliqués ou qui l'ont été? Alors, Michel, du coup, si vous voulez commencer. Alors, je vais laisser les outils juridiques à mes collègues parce que c'est plus dans l'exercice de leur fonction, même si moi, j'ai recours pour le coup. Moi, je suis client, j'ai envie de dire, du tribunal et de l'administrateur judiciaire. Moi, je relèverais 3 choses fondamentales. La première, c'est de mesurer analytiquement la performance de l'entreprise. Je crois que les charges fixes n'existent pas, que c'est un vocabulaire qui est trompeur, que ça vient façonner une représentation du monde qui est inexacte. Et donc, il y a en fait besoin de regarder comment chaque ressource de l'entreprise vient contribuer à un chiffre d'affaires et un chiffre d'affaires éventuellement rentable. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais les entreprises, et même des très grandes entreprises, je peux vous dire, parfois ne savent pas en fait où est-ce qu'elles gagnent de l'argent, où est-ce qu'elles en perdent. En général, la compta est à peu près tenue, encore qu'avec tout ce que vous voyez, vous, en tant que président du tribunal, vous voyez autre chose. Mais bon, moi, dans les entreprises dans lesquelles j'interviens, la compta est tenue. La marge brute est à peu près maîtrisée, et en général, ça s'arrête là. Ça, c'est le premier truc moi, que j'ai envie de dire, c'est vraiment mesurer beaucoup plus finement. La deuxième chose, c'est les salariés. C'est la subsidiarité. C'est-à-dire que nos salariés dans nos entreprises, je vais utiliser un terme provocateur volontairement, sont sous-exploités. Et je crois que c'est dommage pour les salariés. Ma conviction, c'est que c'est dommage pour les salariés. C'est-à-dire que on ne laisse pas, on ne donne pas aux salariés, on ne forme pas assez les salariés à prendre des responsabilités, à exercer le pouvoir. Et du coup, il y a le nombre de chefs d'entreprise, parfois dans les grands groupes, parce qu'ils ont grossi, qui s'occupent des achats de gomme et de crayons. Voilà. C'est colossal en réalité. Hein. Et donc, effectivement, du coup, s'il y a un grain de sable dans le système, le chef d'entreprise n'a pas de disponibilité pour traiter le problème. Donc, la subsidiarité, faire descendre le pouvoir, ça me paraît un point essentiel. Et puis, troisième chose, c'est que je reviens à la question des compétences. Je vais vous dire quelque chose qui, j'espère, choquera pas, mais qui est violent. Hein. Nous, en moyenne, dans les entreprises qu'on dirige, on perd les 2/3 des directeurs qu'on trouve en arrivant. Et je ferai pas, quand j'arrive, je ferai jamais le pari de qui. Je sais pas, c'est pas qu'une question de compétence, c'est aussi une question d'état d'esprit, d'adaptabilité, etc. Mais quand même, on les perd et on ne les remplace jamais. C'est-à-dire que ce qu'ils faisaient, et c'est pas rien, hein, c'est des gens souvent qui ont des très beaux parcours, pour lesquels j'ai le plus grand respect. En fait, est repris soit par leurs collègues, soit par leurs collaborateurs. Donc, il y a cette question mais de quoi l'entreprise a vraiment besoin aujourd'hui? Et si vous mesurez, à nouveau, où est-ce qu'on gagne, où est-ce qu'on perd de l'argent de manière précise, vous le voyez, quoi. Voilà, rapidement. Peut-être un peu détailler les outils qui sont à la disposition du chef d'entreprise. Tout à l'heure, je voulais aussi préciser, parce que peut-être que dans la salle, tout le monde ne le sait pas, les juges des tribunaux de commerce, en fait, ce sont des juges bénévoles qui sont chefs d'entreprise ou anciens chefs d'entreprise. Et je trouve que déjà ça, on ne le sait pas assez en France, et ça fait partie de un peu la peur d'aller voir un tribunal. Mais en fait, le chef d'entreprise qui va au tribunal, il va voir un de ses pairs, qui a lui-même, sûrement dans sa longue carrière, connu des hauts et des bas, comme tous les chefs d'entreprise. Bon, ça, c'est un aparté. Après, sur les outils, la boîte à outils du droit français pour les difficultés de l'entreprise, il y a des procédures qu'on appelle préventives, qui sont qu'on appelle aussi procédures amiables, qui sont confidentielles. Donc, seul le président du tribunal va avoir connaissance de la procédure, et seules les parties qui vont être invités par le conciliateur ou le mandataire ad hoc à discuter
des difficultés de l'entreprise en auront la connaissance. Ces procédures, elles ne peuvent être utilisées que si justement le chef d'entreprise vient suffisamment tôt pour parler de ses difficultés. Et donc, ça va être, par exemple, négocier avec un fournisseur clé, ou au contraire avec un client clé dans l'automobile, ou négocier avec des banques pour réduire la charge de la dette. Il y a de nombreux montages LBO où la holding a emprunté avec une hypothèse de base que la société d'exploitation pourra remonter chaque année tant de dividendes, et finalement ça se passe pas comme ça. Tout ce type de difficulté peut être traité en amont sans que le chef d'entreprise ait la nécessité d'ouvrir une procédure collective, un redressement judiciaire, mais à condition qu'il s'y prenne bien avant. Et après, il y a les procédures collectives, donc qui sont la sauvegarde ou le redressement judiciaire, selon qu'on est en état de cessation des paiements ou pas. Et là, qui peuvent être aussi des outils de gestion très adaptés, notamment sur un des sujets dont Michel parlait, qui est parfois l'entreprise, elle doit vraiment adapter, réorganiser sa masse salariale, son organisation avec ses salariés. Et en France, réorganiser, restructurer, mettre en œuvre une procédure de licenciement pour motif économique, ça coûte cher. Et parfois, l'entreprise est au stade où elle n'a pas les moyens de financer cette restructuration. Mais en même temps, si elle ne le fait pas, elle va droit dans le mur. Et donc, de ce point de vue-là, le redressement judiciaire peut aussi être un bon outil, puisqu'il y a cet organisme qui s'appelle l'AGS qui peut avancer les sommes liées à cette procédure de restructuration sociale. Beaucoup de choses viennent de vous être dites. Et quitte à se répéter, les procédures amiables qui vous ont été évoquées, le mandat ad hoc et la conciliation, sont des outils extrêmement performants, en ce sens que, même si on n'a pas des statistiques toujours très précises, sur 10 procédures amiables de cette nature, 7 sur 10, voire 8 sur 10 débouchent sur une solution positive. C'est-à-dire que l'entreprise qui était endettée, et on en a vu des quantités là depuis la sortie du Covid avec leur PGE, trouve des solutions, les remettant vraiment d'aplomb, et, chose qui est particulièrement importante, en toute confidentialité. Et ça, c'est fondamental, vous le comprenez bien. Si vous êtes chef d'entreprise, vous ne voulez pas que votre concurrent, votre fournisseur, votre client sache que vous êtes dans une procédure et que vous rencontrez des difficultés. C'est toute la différence par rapport à la procédure collective qui vient d'être citée, c'est-à-dire le redressement judiciaire ou voire même la liquidation, qui font l'objet de publications au CABIS. Quand une entreprise vient voir le président du tribunal pour demander un mandat ad hoc ou une conciliation, eh bien, ce n'est inscrit nulle part. Les seules personnes qui savent que l'entreprise rencontre des difficultés et qu'elle est en mandat ad hoc ou en conciliation, il y a l'administrateur judiciaire qui sera nommé pour justement regarder comment on peut s'en sortir, qui va négocier avec les créanciers. Il y a le président et en principe le dirigeant qui doit se taire, même vis-à-vis de ses salariés. Oui, souvent on le répète. Donc, c'est quelque chose de très puissant, qui n'existe nulle part ailleurs par rapport à la France, nulle part ailleurs. Et que d'autres pays essayent d'emprunter, mais c'est vrai que ce côté confidentiel gêne effectivement certains créanciers parfois, mais il n'empêche que c'est très puissant. Ce qui veut dire que ces outils ne sont pas réservés aux grandes entreprises, loin de là, et dans l'esprit du chef d'entreprise, notamment de la grande majorité d'entre eux, ils ignorent ces procédures, ils ignorent la possibilité qu'ils peuvent y recourir, et ils ignorent surtout qu'il y a toutes les chances d'un succès. Et il faut simplement, effectivement, franchir la porte du tribunal. Il n'y a que lui qui peut accorder ça, mais avec la confidentialité. C'est tout ce que je dirais sur les procédures sous l'angle technique. J'ajouterais juste une chose, c'est que dans certaines régions,
Alors, effectivement, l'administrateur ou le mandataire judiciaire qui est nommé par le président du tribunal est rémunéré. C'est normal, hein, il prend du temps, il donne des conseils. Vous avez un avocat, quand vous le faites venir, vous le payez. Hein. Là, c'est la même chose. Un certain nombre de régions ont mis en place différentes formules qu'on appelle des chèques prévention, des systèmes alarmes ou je ne sais quoi encore. Et les régions commencent à comprendre que finalement, ça coûte moins cher de donner une subvention de 5 à 10 000 euros pour sauver des emplois, sauver des entreprises, plutôt qu'effectivement, subventionner telle ou telle grande entreprise. Et c'est là où, personnellement, je trouve que c'est un peu lamentable. C'est que l'État n'hésite pas à sortir son chéquier pour des dizaines de millions, alors que quelques centaines de milliers d'euros permettraient de sauver énormément d'entreprises. Je termine juste là, je n'ai pas tout à fait les chiffres, mais il est quand même paradoxal qu'un certain nombre d'entreprises qui ont été déjà plusieurs fois en procédure, je pense à certaines verreries, etc., ou certaines entreprises de papeterie, hein, et là, ça remonte depuis des décennies. On vient encore de leur faire un chèque de 50 millions d'euros. Et donc, le nombre d'emplois sauvés par rapport coûte une fortune, une vraie fortune. Alors que nous, nos petites affaires modestes dans les tribunaux, ça coûte quasiment rien. D'autant plus que, comme vous le savez maintenant, nous sommes bénévoles. Donc, on va terminer par encore un bénévole, puisque nous aussi, nous sommes bénévoles. Non, je voudrais juste une chose, si vous voulez, lorsque le chef d'entreprise rencontre des difficultés, ou même dans le cadre de prévention règle générale, il ne faut vraiment pas qu'il hésite à se retourner vers le tribunal. On vous en a parlé longuement, je ne vais pas réinsister dessus, mais tout ce qui est chambre des métiers, chambre de commerce, syndicats professionnels, tous ces organismes, tous ces corps intermédiaires, tant qu'il en existe encore quelques-uns, ont en place soit des structures pour donner alors non pas des idées, ils ne sont pas là pour ça, mais pour donner des listes de ce qui existe. En disant, ben voilà, tiens, nous, aux chambres de commerce, on a le CIP, c'est le cas. Les chambres des métiers nous renvoient également vers nous généralement. Ça peut être, pourquoi pas, le syndicat de telle profession qui dit, ben, nous, on a une cellule qui va permettre d'aider le chef d'entreprise à disposer d'informations générales pour qu'il puisse se situer. Il y a toute une série de choses, et une fois qu'on a bien pu poser le diagnostic, à ce moment-là, effectivement, la puissance de l'outil qui est entre les mains du tribunal de commerce permettra des choses vraiment merveilleuses, mais on ne se rend pas compte, enfin, personne ne le sait vraiment, la quantité d'outils qui existe. Si vous voulez, on a une boîte à outils en France qui est merveilleuse. Alors le problème, c'est qu'on a un peu tendance à avoir plutôt plein de petites boîtes à outils qui ne sont pas toutes complètes, mais quand on les rassemble toutes ou qu'on a accès à l'information qui permet de faire le lien entre chaque, on a un outil merveilleux, et cet outil derrière vous envoie dans des conditions optimales vers un président de tribunal de commerce qui sera forcément bienveillant, parce que son job, c'est d'essayer d'en sortir le plus possible et pas de piller les boutiques. Hein. Je voulais ajouter un point sur l'assurance, je ne sais pas si c'est le bon moment. Non, on peut le faire maintenant, peut-être dans la partie suivante. Oui, ok, parfait. Alors justement, donc, dernière partie, comme ça après on va essayer de garder un petit peu de temps pour les questions. Donc on a vu la partie de la gestion de la difficulté. L'idée, c'est que soit on s'en sort, soit c'est plus compliqué, il faut trouver d'autres solutions. Moi, ce que j'aimerais, ce sur quoi je souhaiterais vous entendre, c'est en fait, qu'est-ce qui s'offre à moi? Quelles sont les possibilités qui existent? Et puis, je voudrais qu'on profite de cette partie. On va essayer qu'elle ne dure pas trop longtemps, mais pour en fait vous faire témoigner. Moi, j'aurais envie en fait de vous entendre vous en tant que personne, parce que je sais que une partie des intervenants a eu des responsabilités de chef d'entreprise, où on a encore, où on a beaucoup accompagné. Et je pense que c'est aussi l'occasion que vous puissiez nous présenter peut-être des choses un peu concrètes en me disant, en réalité,
on l'a très bien dit, il y a toujours une solution. Rebondir est toujours possible, en fait. Et ne pas noircir les tableaux et être dans quelque chose d'alarmiste. Donc, moi, j'aimerais bien vous entendre sur ça. Et j'aimerais bien que vous commenciez, vous, Nathalie. Je sais que vous aviez des témoignages à nous apporter. Alors, Peut-être là aussi où je parlerai de l'assurance, parce qu'en fait, les chefs d'entreprise auxquels on est souvent confrontés, qui sont des chefs d'entreprise de petites sociétés, hein, typiquement de 1 à 50 salariés, on a vu, ils sont extrêmement positifs, optimistes, ils sont parfois dans le déni, et souvent ils ont aussi un enjeu patrimonial ou un enjeu financier, mais concret. Parce qu'en fait, souvent, ils ont mis tout leur argent personnel dans cette entreprise qu'ils ont créée. Et si demain l'entreprise s'arrête, ils n'ont plus aucun revenu. En France, il y a des systèmes d'assurance. Il y en a une qui s'appelle GSC, mais il y en a plusieurs autres. Et en fait, aujourd'hui, en tant qu'administrateur judiciaire, moi, j'en vois de moins en moins dans les dossiers des chefs d'entreprise qui soient assurés. Or, un chef d'entreprise qui, si sa boîte ferme, se retrouve sans 1 euro et donc sans pouvoir vivre financièrement ou faire vivre sa famille, il va être d'autant plus dans le déni. Parce qu'en fait, comme il n'y a pas de solution à la sortie, ben, il ne va pas accepter de voir qu'il faut fermer l'entreprise. Donc vraiment, quand on crée son entreprise, d'avoir cette assurance perte d'emploi en cas de liquidation judiciaire de la société, ça me semble quand même un bon moyen déjà de se dire on va arriver aux difficultés un peu plus serein, parce que si ça ferme, eh ben, on a cette solution qui va nous accompagner pendant 12 mois, un peu comme les salariés ont droit à France Travail et au chômage. Il y a la même chose d'ailleurs qui existe, il y a des assurances santé entreprises qui permettent aussi de prendre en charge des experts comptables, des conseils dans les procédures de prévention. Et pour les PME, c'est totalement adapté parce que souvent, les chefs d'entreprise qui viennent nous voir nous disent « Bah oui, mais en fait, là, j'ai un problème de trésorerie, ça va mal. Et en fait, vous me demandez d'aller chercher un avocat, vous me demandez de vous rémunérer pour qu'on vous aide, mais c'est plus le bon moment. » Alors que pareil, quand on a une assurance, voilà. Et moi, souvent, je dis aux chefs d'entreprise, imaginez le pire. Imaginez que dans le cadre de ce redressement judiciaire, l'entreprise ferme. Voilà. Et en imaginant le pire, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, la mort de l'entreprise, c'est pas la mort de l'homme. Et donc de se dire, ben, il y a une vie après la mort de l'entreprise. Et souvent, il y a des contextes familiaux qui sont compliqués. Quand moi, j'ai eu souvent le cas de chefs d'entreprise qui avaient repris l'entreprise du père ou du grand-père ou de la grand-mère. Et donc, ça pèse beaucoup. Et je pense qu'il faut pouvoir leur dire, ben, imaginons que l'entreprise ferme, ben, qu'est-ce qui va se passer? Prendre du recul et se dire, ben oui, c'est pas la mort finalement, il y a une vie après ça. Là où je peux porter un message un peu optimiste, c'est que, en réalité, dans la très grande majorité des cas, l'activité de l'entreprise a une utilité sociétale dans la société civile. Et c'est ça qu'il faut bien réussir à retrouver. Mais pour vous donner juste un chiffre qui est le nôtre, hein, moi j'ai fermé complètement 2 entreprises sur 220. Alors, j'ai un taux de succès beaucoup plus faible sur le sauvetage du patrimoine de l'actionnaire, parce que si le passif est très élevé, voilà, on se comprenne, je ne cherche pas. Mais quand même, et dont une qui était dans ta juridiction, dans ton périmètre, mais c'était Emmanuel S à l'époque, qui m'a aidé, c'était une usine qui fabriquait des DVD. Donc là, je n'ai pas retrouvé une utilité sociétale à cette usine. Et comme il n'y avait plus un rond en caisse, je ne pouvais pas investir dans autre chose. Mais dans la très grande majorité des cas, parfois en downsizant, en réduisant la taille d'entreprise, mais on réaligne l'entreprise sur là où elle est utile dans la société civile en réalité, parce que ça sert à ça une entreprise, ça sert à servir la société civile quand même. Voilà. Et donc on y arrive dans la majorité des cas. Et il me semble que la clé de ce succès, enfin en tout cas un succès relatif, puisque ça peut passer par un redressement judiciaire, on est d'accord, une session judiciaire, c'est un gros mot qui est celui de l'humilité. Mais Dieu sait que c'est difficile, l'humilité, c'est la mère de toutes les vertus. Et peut-être de manière un peu moins difficile, c'est l'ouverture d'esprit.
les deux sont un peu corrélés, mais moi j'ai été très épaté par une entreprise qu'on a accompagnée, et d'ailleurs sans prendre le mandat, ce qui est assez rare chez nous, mais le dirigeant a dit, ok, je me laisserai faire, donc soyez gentil, je vous suivrai, je ferai ce que vous me direz. et qui fabriquait de l'outillage. Et on a ramené l'entreprise, alors ça c'est violent évidemment, de 18 millions à 9 millions de chiffre d'affaires. Mais il a gardé son entreprise, donc dans ce cas-là, on a bien payé les dettes, hein, et l'entreprise a été très rentable, et c'était en 2008. On a été très rentable, et il a créé un comité stratégique, on a été très rentable jusqu'en 2018. Puis en 2018, on était encore très rentable, la même personne, moi je trouve ça remarquable si vous voulez, s'inquiète et dit, je vois émerger des concurrents qui fabriquent le même outillage avec une technologie, des machines différentes. Et moi, je n'ai pas les moyens de changer toutes mes... Il a deux ateliers, enfin deux petites usines, quoi, c'est juste des ateliers. Et on le fait travailler parce qu'il avait créé ce fameux comité stratégique, ou peu importe, hein, pour réfléchir. Et il nous dit, mais parce qu'on le fait parler, moi je ne sais pas en fait. Il nous dit, il y a un segment qu'on n'exploite pas, c'est les mêmes outils, mais pour le monde de la chirurgie. Et donc, les quelques conseils sont autour de lui, qui sont en fait membres du comité stratégique, hein, lui disent, bah, c'est effectivement pas ton secteur, tu connais pas les clients, en plus il faut transformer les deux usines en salle blanche, il faut recruter un nouveau DG. Et donc une deuxième fois, 10 ans après, ce gars-là, qui s'appelle François, accepte de rester président, de rester propriétaire, mais de se mettre quand même énormément en retrait. Il devient en gros, en réalité, le directeur commercial de la partie outillage de son entreprise, pour recruter un DG qui prend la main sur la boîte et qui va effectivement lui faire faire ce virage. L'air de rien, hein, aujourd'hui, l'outillage, c'est 5% du chiffre d'affaires, 7 ans plus tard. Donc si on n'avait pas pris ce virage, s'il n'avait pas pris ce virage, il serait dans le mur aujourd'hui complètement. Et aujourd'hui, il est toujours bénéficiaire, et le chiffre d'affaires fait 15 millions, ce qui prouve qu'on est remonté par rapport aux 9 que je citais tout à l'heure. Voilà, je crois que c'est autour de ces vertus-là et de cette capacité d'ouverture d'esprit et d'adaptation que ça se joue, quoi. Alors, vous avez bien compris que le tribunal est en aval de tout ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que c'est quand ça va peut-être mal, peut-être trop mal, qu'on fait appel à lui. Et donc déjà, ce qui est très navrant, je le redis, c'est le fait que si les difficultés avaient été anticipées, si on avait trouvé des solutions en amont, peut-être qu'on n'en serait pas arrivé là. Donc c'est vrai que c'est navrant de dire que j'ai tendance à considérer 9 dossiers sur 10 qui viennent en procédure collective devant les tribunaux, effectivement, ça se terminera mal. Donc d'une certaine façon, c'est un peu désolant. Et on a beau dire, et on le refait encore devant vous aujourd'hui, que si vous êtes chef d'entreprise ou si vous êtes dirigeant dans une entreprise, ne vous voilez pas la face. C'est absolument indispensable. On a des outils pour sortir les entreprises de leurs difficultés. Et je vais parler d'un dossier que j'ai en tête en ce moment, et malheureusement, ça s'est mal terminé. C'est un petit groupe de commerce, pour ne pas le cacher, dans l'optique, installé dans un certain nombre de centres commerciaux. Alors, les bailleurs de centres commerciaux, dans toute la période de Covid, je ne sais pas si vous en êtes dedans, hein, mais ce sont des odieux personnages. Ils ne souhaitent qu'une chose, c'est effectivement, quand ils ont des commerces qui ne leur conviennent pas, de laisser les faire sortir régulièrement. Parce qu'en prévention, négocier une renégociation des baux est absolument impossible. Et donc, alors qu'ils sont tous... Oui, alors il faut prendre la bombe atomique. Exactement. Et ça c'est un peu... Mais donc, ce monsieur, avec quelques, effectivement, centres l'opticien, il avait globalement une trésorerie. Et il devait à un de ses bailleurs 2 millions d'euros. C'était quand même pas négligeable. Mais il avait de la trésorerie. Il avait plus d'1 million d'euros en banque. Mais ce monsieur n'a pas voulu accepter. J'étais prêt à lui donner des délais prévus par la loi pour effectivement lui permettre d'étaler.
Mais j'avais mis une condition qui était de dire, vous avez 1 million d'euros, commencez à donner des gages à vos créanciers en versant une partie de cette somme pour montrer votre bonne foi. Il n'a rien voulu savoir. Et donc, finalement, toutes ces sociétés sont passées en procédure collective. Et c'est là où, pour le juge, c'est à la fois frustrant, mais d'un autre côté, bon, certains salariés ont été effectivement sauvés, c'est évident. Et après, on a toujours des interrogations. Mais est-ce que finalement, il ne l'a pas fait exprès? Hein? Ne peut-être pas fait exprès? Parce que finalement, bon, certes, son million, il l'aura perdu dans le cadre du redressement. Et comme il avait dû certainement très bien vivre et épargner beaucoup, finalement, c'était une manière assez facile de fermer ses boîtes, faire à peu près proprement par le tribunal, mais se retrouver sans doute avec un patrimoine non négligeable qui n'aura pas été touché par la procédure. Donc, ce n'est pas une vision positive, mais le problème du juge, je me permets juste de le dire, c'est très difficile pour lui de ne pas se faire instrumentaliser par tel ou tel débiteur, plus ou moins de bonne foi. Bon, voilà ce que je veux dire. Et là, on rejoint ce qui est aussi important pour nous en tant que juge, c'est le côté humain de notre rôle, de notre mission, quand on a en face de nous des chefs d'entreprise qui viennent nous dire, voilà, je n'en peux plus, je ne sais plus comment m'en sortir. Certains pleurent devant nous. Ça m'est arrivé. Et que, parce qu'ils voient bien que c'est la fin et que c'est tout un projet de vie qui disparaît. Et effectivement, on a d'ailleurs mis en place au sein des tribunaux de commerce des solutions pour venir en aide à des chefs d'entreprise qui sont, vous les connaissez, qui sont vraiment en détresse psychologique. Il ne faut pas l'oublier que ça existe même à des chefs d'entreprise. Il est toujours auréolé. Ben oui, mais c'est un homme comme les autres, ou une femme comme les autres. Et ils peuvent être mal. Et d'ailleurs, et je termine là-dessus, c'est absolument connu. On parle des 3D, c'est le déni, le divorce et les difficultés. Parce que le chef d'entreprise, il ne parle pas de ses difficultés à son entourage. Et il tombe dans un engrenage qui conduit, pour certains, vers des tentatives suicidaires. Et les juges ont été, certains d'entre nous, nous avons été formés sur ces situations par des psychologues professionnels. C'est pour vous dire l'enjeu et la difficulté de notre mission en tant que juge. C'est plus facile de condamner quelqu'un à payer tant à telle autre personne. Ça, c'est le contentieux du tribunal de commerce. La procédure collective, quand vous avez des personnes qui sont au bout du rouleau, il faut essayer de leur donner encore une tentative de rebond. Et c'est un mot qui est très important. Il faut parler du rebond du chef d'entreprise. Il a droit à rebondir. Et peut-être citer le nom de l'association, ça s'appelle APESA. Donc ça, c'est toujours bon à savoir. Exactement. Donc, sur la partie rebondir, c'est aujourd'hui en tant que membre du CIP, c'était pas le. Donc je reviendrai sur mes expériences passées au tribunal de commerce. Il faut savoir une chose, et les gens ne le savent pas assez, lorsque le tribunal prononce la clôture d'une affaire, la personne retrouve une virginité. C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Or, en règle générale, on ne va pas rentrer dans les détails, mais le jour où le tribunal vous dit « c'est bon, nous avons clôturé votre affaire », vous repartez avec une nouvelle virginité, vous repartez propre comme un sous neuf. Et ça, les gens ne le savent pas. Donc, ils ont peur à titre préventif en disant « je ne sais pas ce que je vais retrouver ». Et généralement, ce qu'on voit, la difficulté qu'on a après, c'est que les gens, une fois qu'ils ont récupéré leur virginité, au lieu de profiter de leur expérience et en disant « je suis vierge, mais j'ai de l'expérience », c'est quand même quelque part un fantasme assez extraordinaire. Ils vont refaire exactement la même chose que ce qui les a conduits dans le mur. Donc, on va les revoir, ils vont revenir, on va refaire une clôture, ils vont recommencer. Et pour donner un petit peu de piment, le côté un petit peu vécu tout ça, je me rappelle d'une famille, on les a à peu près tous eus, entre nous, on les appelait par leur prénom.
Hein, quand on était juge commissaire, qui t'a eu toi? Ah ben moi j'ai eu un tel, ah ben tiens, moi celui-là je ne l'ai pas eu, c'est quoi? Non mais toi tu as eu le cousin qui était, ah oui d'accord, effectivement. Et ils ont tous fait la même chose, qui les a évidemment amenés au même endroit, dans les mêmes conditions. Alors qu'on leur a donné, je ne sais pas, au moins 5 ou 6 fois la possibilité de dire, OK, on efface les dettes, OK, vous repartez à zéro, profitez-en pour peut-être vous poser les bonnes questions avant de redémarrer de la même manière. Et c'est un petit peu ce que disait Michel, quand quelqu'un a une compétence, c'est vrai qu'il ne va pas nécessairement la mettre en doute. Et c'est quand même pas facile, effectivement, quand on a été bon dans un métier, de se dire qu'aujourd'hui, ben, on est à minimum un peu moins bon. Comme ça. Merci beaucoup à tous. Alors, on a fait les 4 tours de parole, pas dans le bon ordre, comme vous l'aurez compris, mais voilà. Ce que je vous propose, c'est de passer aux questions aux intervenants, si voilà, vous souhaitez qu'on précise certains points ou si vous voulez qu'on aille plus loin sur d'autres. La parole est. Alors, en matière de prévention, c'est tout le génie français. Il y en a, tout le monde en fait. Et là, je vais être très critique. C'est que au niveau de l'administration, au niveau notamment de la Direction générale des finances publiques, il y a des systèmes qui ont été mis en place pour essayer de détecter à l'avance des entreprises qui pourraient avoir des difficultés. On appelle ça signaux faibles. Il y a au niveau de la Banque de France la médiation du crédit. La possibilité, effectivement, quand on a du mal à payer, on va dans la succursale de la Banque de France et puis on va essayer d'avoir un rendez-vous avec le médiateur de crédit qui va convoquer les banquiers et qui va dire bon, bah, il faut trouver un accord pour permettre une solution. Il y a également, lorsqu'on a une difficulté avec un fournisseur ou un client, la médiation des entreprises. Donc il y a des quantités d'acteurs qui essayent de venir en aide aux chefs d'entreprise. Mais il y en a tellement que je me mets dans la tête du chef d'entreprise, il ne sait pas par où commencer pour trouver des solutions. Je vais faire un plaidoyer pro domo. Pourquoi? Parce que quand on va l'aiguiller vers la médiation du crédit ou la médiation des entreprises, ou effectivement détecté par la direction fiscale locale. Il va avoir des entretiens, on va lui dire bah, constituer un dossier pour, alors je ne vais pas parler des techniques, mais ou des commissions Théodule qui existent un peu partout. Puis finalement, ces gens-là vont dire ah non, là, il faut que vous alliez voir le président du tribunal parce qu'on n'y arrive pas. Ils ne le disent pas comme ça. Seulement, il sera écoulé 6 mois avant qu'il vienne au tribunal. Et nous, qu'est-ce qu'on va constater? Effectivement, ben, c'est trop tard. Donc, je le dis haut et fort, c'est pas politique, c'est pas bienséant de dire cela, mais le processus, à force de multiplier les possibilités, je pense que j'ai oublié le ciel, les centres, les groupements de prévention, etc., les GPA, des machins comme ça, c'est bien gentil, mais je plaide pour les tribunaux de commerce, et c'est la loi, c'est de dire que le seul qui a une vision globale, parce que quand on va négocier auprès de la médiation du crédit, on va parler des banques, mais ce n'est pas les seuls passifs qu'on a. Donc, le seul qui est capable d'avoir une vision globale du chef des difficultés, c'est le tribunal. On peut le faire confidentiellement. Donc, on reboucle. Venez voir le président du tribunal de commerce si vous avez des difficultés. Je souscris totalement, hein, vraiment le tribunal, c'est vrai, c'est extrêmement bienveillant.
J'ajouterais juste quand même qu'il y a des conseils spécialisés qui ont la vision globale. Et c'est souvent une difficulté chez l'entreprise, c'est que son expert comptable habituel ou son avocat habituel, en fait, ne connaît rien, enfin, il a un vernis, mais il connaît rien au monde des entreprises en difficulté. Et c'est un tout petit monde. Nous, on se connaît très bien. On se croise beaucoup dans les dossiers, y compris les affaires spéciales des banques, avec etc. Et donc, il y a des avocats spécialisés, il y a des auditeurs spécialisés qui ne sont pas les mêmes que les autres. Il y a évidemment des administrateurs judiciaires qui sont plus que spécialisés, c'est leur spécialité. Voilà. Et donc, il y a quand même cette ressource-là qui, trouver un conseil spécialisé, il va vous guider, quoi. Nous-mêmes, en tant qu'administrateurs judiciaires, on fait beaucoup de consultations gratuites. Ça fait partie de notre métier. On a souvent un chef d'entreprise qui nous est envoyé par un expert comptable qui, comme le disait Michel, n'est pas sûr de ce que son client doit faire, en gros. Et en fait, on fait tous des consultations gratuites où on fait un diagnostic. Alors, parfois, on a en face de nous un chef d'entreprise qui est à l'écoute. Parfois, on n'en entend plus parler pendant un an. Puis au bout d'un an, il nous rappelle. Bon, le problème, c'est qu'un an s'est écoulé et le diagnostic est souvent différent au bout d'un an. Mais en fait, c'est la période, quand il y a les difficultés, où il faut être le plus ouvert possible et échanger avec des gens qui sont en capacité de donner du conseil. Je rajouterai juste une chose à votre question, parce qu'elle est vraiment très, 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 très large. La prévention, vous la commencez quand tout va bien. On l'a vu, 90 ou 95, je ne me rappelle plus, % de notre tissu, c'est des entreprises de moins de 10. Donc, on ne va pas se voiler la face. Vous aurez affaire à des experts comptables moyens qui ne connaîtront pas votre activité et qui connaîtront à peu près la leur, la comptabilité. Bon, ça, jusque-là, il est payé pour, on n'est pas choqué. Les avocats, vous aurez la même chose. Vous aurez à peu près tout pareil. Donc, pour moi, ça passe par de la formation, mais la formation quand tout va bien, alors pas au droit, pas à la comptabilité, mais un petit vernis qui permet à un moment donné de dire j'ai quelque chose qui ne va pas, je sens que ça gratte un petit peu quelque part, et là, à ce moment-là, je peux aller voir mon expert comptable, je peux aller voir mon avocat, je peux aller voir tous les conseils dont j'ai su m'entourer au fil du temps, et en leur disant je pense que ça gratte là, ensemble, réfléchissons, parce que votre métier, il n'y a que vous qui le connaissez. Lui, il connaît très bien le sien, vous connaissez très bien le vôtre. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui fassent l'effort d'intégrer le vôtre. En revanche, si vous intégrez en tant que chef d'entreprise un petit peu le job de vos conseils, ben vous saurez les amener où ils seront toutes les compétences pour vous aider non pas à franchir un cap difficile, justement, puisqu'on est très loin en avant là, mais à dire, OK, on est dans la bonne voie, ou là, on est dans une voie qui peut-être va nous amener dans une situation plus difficile. Alors, déjà, les deux professions sont des professions réglementées et les deux professions peuvent intervenir dans la prévention, c'est-à-dire peuvent être désignées en qualité de conciliateur ou de mandataire ad hoc dans le cadre de procédures préventives. Dans les tribunaux où moi j'exerce, ce sont plutôt des administrateurs judiciaires qui font de la prévention. Je ne sais pas si à Versailles. Donc, on va dire que la plupart des administrateurs judiciaires font plus de prévention que les mandataires judiciaires, même s'il y a un ou deux mandataires judiciaires qui font des très gros dossiers de prévention. Donc, ça existe aussi. Voilà. Voilà. Donc, après, en procédure collective, il faut savoir qu'il y a beaucoup de procédures avec un petit nombre de salariés où il y a uniquement un organe de la procédure qui est désigné, c'est un mandataire judiciaire. À partir d'un certain seuil de salariés, donc le seuil légal c'est 20, mais en réalité souvent les tribunaux à partir de 8, 9, 10 salariés, même en dessous à Versailles, vous voyez, il y a des pratiques qui peuvent être différentes. Dès que le tribunal ressent
que l'assistance de l'administrateur judiciaire peut être utile pour sortir positivement le chef d'entreprise de ses difficultés, le tribunal va nommer à la fois un mandataire judiciaire et un administrateur judiciaire. Ce sont deux rôles très différents. Le mandataire judiciaire, son rôle, ça va être de faire l'état des lieux du passif de la société. Et si jamais l'entreprise est liquidée, le mandataire judiciaire sera le seul qui peut devenir liquidateur. Les administrateurs judiciaires ne sont jamais liquidateurs. Leur rôle en procédure collective, en sauvegarde ou en redressement judiciaire, ça va être d'assister le chef d'entreprise et l'entreprise dans la solution. Donc, ça implique de réfléchir avec lui, de regarder avec lui les chiffres et de l'orienter vers une solution qui peut être le plan de redressement, c'est-à-dire que l'entreprise va continuer sous sa forme actuelle, va réussir à payer son passif, l'exemple que citait Michel, mais ça peut être aussi se dire, l'entreprise aujourd'hui, elle n'aura jamais une capacité d'autofinancement suffisante pour payer son passif. Donc, on va utiliser un autre outil juridique qui est le plan de cession. Et il faut savoir que c'est un outil juridique qui permet aux activités de continuer. C'est la perte de l'aspect patrimonial pour l'actionnaire et pour le chef d'entreprise actionnaire. Mais souvent, on a des chefs d'entreprise qui sont en responsabilité. Donc, OK, ils comprennent qu'ils vont perdre le patrimoine de cette entreprise, mais ils sont quand même heureux de contribuer à une solution qui va permettre la sauvegarde de l'emploi et la poursuite de l'activité dans un autre cadre juridique, parfois avec une activité qui se ferme et d'autres qui vont se poursuivre avec des réorganisations. Donc voilà le métier du chef de l'administrateur judiciaire, donc aux côtés du chef d'entreprise pour faire naître l'outil qui va être facilitateur du redressement de l'entreprise. Merci pour vos conférences très intéressantes. La notion d'administrateur provisoire, vous la trouverez pratiquement nulle part. On ne sait pas exactement ce que c'est. D'abord, ce n'est pas du côté du livre 6 du Code de commerce, qui traite effectivement des difficultés des entreprises, mais c'est du côté du livre 2, qui traite effectivement du fonctionnement des sociétés commerciales. Il y a une jurisprudence de la Cour de cassation qui est extrêmement stricte pour la nomination effectivement d'un administrateur provisoire. Parce que qu'est-ce que ça veut dire un administrateur provisoire? C'est quelqu'un qui est nommé par le tribunal pour se substituer aux organes de gouvernance et de fonctionnement de l'entreprise. Pourquoi ça se fait ainsi? C'est parce que généralement, il y a des conflits très forts entre les associés qui ne se parlent plus. Le pire de faire, si vous créez une entreprise, surtout ne faites pas du 50-50. Surtout pas. Parce que c'est la catastrophe, ça. Parce que dès qu'il y en a un qui n'est plus d'accord avec l'autre, on ne sait pas comment faire. Donc, on va aller, il y a une forme de blocage, on va aller effectivement pour essayer de les départager et puis surtout essayer d'éviter que l'entreprise aille dans le mur, de nommer effectivement un administrateur provisoire. Mais les conditions sont extrêmement strictes. Il faut que l'entreprise soit dans un tel état de risque de désorganisation que effectivement sa pérennité peut être mise en question. Donc c'est ça qui conduit à la nomination d'un administrateur provisoire. Mais c'est extrêmement rare. Pourquoi? Parce que bon, il faut que ceux qui en font la demande prouvent qu'il y a un risque sur la pérennité de l'entreprise et il faut que le juge en soit convaincu. Souvent, c'est pour déguiser en quelque sorte justement le litige entre deux associés qui ne s'entendent plus et qui veulent essayer de trouver une solution à travers la nomination d'un administrateur provisoire qui va être pris entre deux feux. Et généralement, ce n'est pas sûr que ça fonctionne parfaitement. Il y a d'autres solutions en la matière.
Merci pour l'intervention, c'est super intéressant. J'ai deux petites questions. Une première, c'était sur le degré de fraude. C'est beau pour retourner en pays, et l'autre, c'était il y a un peu des ordres de remboursement aussi quand les entreprises sont en faillite. Les créanciers qui sont est-ce que ça a vraiment un impact sur les PME ou Bien sûr. Et du coup, par extension, est-ce qu'il y a des choses à changer dans la loi pour que ça peut Je ne sais pas si c'est moi qui réponds encore. Qui se sent le plus. Allez-y, Donc, concernant la fraude, bien sûr qu'il y a de la fraude. Et il y a eu énormément de fraude au cours des dernières années avec les aides qui ont été accordées aux entreprises. On le sait pertinemment. Après, c'est une décision politique de ne pas avoir été recherché éventuellement certains qui ont fraudé. Mais c'est vrai que ça existe. Et ça existe tout le temps. Et ce n'est pas propre à la France non plus, hein, bien évidemment. Mais parfois, et là on va revenir vers le déroulement de la procédure, le mandataire judiciaire, donc lui il est, notamment en matière de liquidation, il est chargé effectivement de récupérer le maximum d'argent pour le distribuer aux créanciers. Et il a pu constater que le dirigeant fait des malversations, et on le voit à travers sa comptabilité, on le voit dans son comportement vis-à-vis du tribunal dans le cadre du déroulement de la procédure, et il a le pouvoir de demander la mise en place de sanctions, qui sont des sanctions civiles, que sont à l'heure actuelle la faillite personnelle et l'interdiction de gérer, et qui peuvent conduire, et sanctions aussi, qui peuvent conduire effectivement, pour le dirigeant, à contribuer à l'apurement du passif. C'est-à-dire que le liquidateur va essayer d'obtenir de la part du dirigeant le paiement d'une petite partie, alors c'est vraiment une petite partie des passifs, et encore, en faut-il que le dirigeant ait versé les sommes au moment de la captation de la transaction qui peut avoir lieu. Donc, ça existe. On est assez démunis parce que, bien évidemment, vous l'imaginez, tous les montages sont possibles. Vous condamnez quelqu'un à une interdiction de gérer de 10 ans, donc bien sûr, lui, il ne pourra pas gérer, c'est entendu. Mais la cousine, le beau-frère, etc., pourra continuer l'activité. Et donc, bon, mais ça, c'est malheureusement le commun de la vie des affaires. Mais c'est quand même une minorité. Je pense que les pourcentages de sanctions dans les procédures, donc on est quand même sur moins de 10%, non ? Ça dépend des tribunaux. Oui. Ça dépend des tribunaux. Voilà. C'est compliqué, et ça dépend aussi de la volonté du liquidateur. On est d'accord ? Bon. Oui, parce que, bon, je ne dis pas qu'il faut tout ramener à cela, mais il faut savoir que bon nombre de liquidations sont dites impécunieuses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'argent pour payer le passif, et parfois dans des proportions considérables. Et entre guillemets, le liquidateur, lui, dans ce type de situation, il a le droit à être rémunéré, mais s'il y a un excédent de passif par rapport aux actifs qu'il peut vendre, s'il y en a, parce que la plupart du temps, il n'y en a pas. Maintenant, dans toutes les sociétés qui sont des prestataires de services, il n'y a pas d'actifs. Peut-être parfois un fonds de commerce, mais généralement, si on est en liquidation, il ne veut plus grand-chose. Eh bien, il est faiblement rémunéré. Il peut passer des heures, voire des jours entiers pour essayer de mettre en œuvre cette liquidation, et il va être gracieusement rémunéré de 1500 €. Donc, ce n'est pas effectivement énorme. Et donc, si après, on va lui demander, alors que le barème ne prévoit aucune rémunération, qu'il mette en place un processus pour essayer de faire condamner le dirigeant d'une manière ou d'une autre, bon, tous ne sont pas vaillants à l'idée de lancer une procédure de cette nature. Je vais m'arrêter là. Deux choses. Moi, mon expérience, c'est que c'est très rare. Pour vous donner un chiffre très concret, sur 220 entreprises que j'ai dirigées depuis 25 ans,
j'ai poursuivi 2 fois mon prédécesseur. Parce que ça ne relevait pas de la bêtise ou de l'incompétence, ça relevait vraiment d'une action délibérée, malhonnête. Donc, oui, en tout cas, c'est mon chiffre à moi, c'est le chiffre de ma réalité à moi, de mon histoire à moi, donc c'est assez faible. En revanche, je suis moins optimiste sur le côté, sur ce que vient de dire Xavier Aubry, parce que moi, je trouve qu'il y a un certain nombre de tribunaux aujourd'hui, sous l'impulsion souvent des procureurs d'ailleurs, qui se mettent, alors effectivement, dans des dossiers d'une certaine importance, à accepter que le liquidateur poursuive. Et on est quand même dans une situation où le droit est extrêmement flou. En pratique, la faute de gestion n'est pas prescrite en France, comme le crime contre l'humanité, parce que le Code du commerce prévoit que ça se prescrit par période de 3 ans, mais les tribunaux admettent que les 3 ans commencent quand le fait est révélé au procureur ou 3 ans après le début de la liquidation judiciaire. Donc, autant vous dire que 3 ans et moins 2 jours, vous avez un certain nombre de liquidateurs dans certaines juridictions aujourd'hui, qui ne sont pas celles de Versailles et de Béziers, à ma connaissance, qui se mettent à attaquer les dirigeants sur 10 ou 20 ans. Et ils reprennent tous les administrateurs et tous les dirigeants sur 20 ans, et puis ils se disent, alors ça c'est très bitérois, Dieu reconnaîtra les siens. C'est Simon de Montfort devant Béziers, n'est-ce pas? Pas du tribunal actuel. Voilà. Tuez-les tous, c'est Simon de Montfort devant Béziers dans la croisade contre les Cathares. On est bitéros tous les deux. Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Donc il y a quand même une tendance. Moi, aujourd'hui, j'ai un nouveau procès par an. Alors, je pense que, et dire, je les ai tous gagnés. Je pense que je ne suis jamais visé en réalité par la procédure. C'est-à-dire, la liquidation, ce n'est pas moi qui viens chercher. Mais j'étais encore à la police judiciaire la semaine dernière pour un dossier dont j'ai démissionné en 2013. 2013. Je rigole pas. Je suis chez les flics. À leur demande. Je n'ai pas très peur. Je pense que voilà. Mais c'est pour vous dire qu'il y a quand même une tendance et qu'il est urgent, à mon avis, que le législateur mette de l'ordre là-dedans, parce qu'aujourd'hui, c'est le foutoir. Et pour aller jusqu'au bout, moi, aujourd'hui, quand je deviens dirigeant d'une société dans certains départements, mon premier réflexe, c'est de déménager le siège social. Parce que ce tribunal-là, aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il est capable de faire. Et je vais dans des tribunaux où j'ai l'impression que les règles sont appliquées à peu près raisonnablement. C'est effectivement très, très différent d'un tribunal à l'autre. Dans notre tribunal, bon an, mal an, nous avons à peu près 1 millier de procédures collectives. Et chaque année, on doit faire 60 ou 80 procédures de sanctions, donc c'est relativement faible, mais n'empêche qu'il faut quand même les faire. Je veux dire par là, c'est qu'il faut mobiliser le liquidateur pour qu'il accepte de lancer la procédure. C'est toute une paperasserie pour documenter. C'est pas facile de documenter qu'il y a des fraudes. C'est pas facile de prouver, parce qu'il faut emporter la conviction des juges. Et donc, c'est aussi... les textes, je rejoins, sont très flous, très vastes. Globalement, moi, je constate, et c'est quand même un peu malheureux, c'est que quand le tribunal condamne pour, par exemple, un certain nombre d'années d'interdiction de gérer, il n'est pas rare que la Cour d'appel infirme et réduise les délais. N'est-ce pas? Alors, allez comprendre ce qu'il en est. Bon, voilà pour les sanctions. La question sur les créanciers. Oui, peut-être. Ah oui. Donc, en fait, effectivement, il y a des rangs de créanciers en France, mais je pense que ça existe aussi ailleurs qu'en France. Et en France, comme il y a ce système qui s'appelle l'AGS, l'Association de garantie des salaires, qui intervient pour payer les salaires et ou les soldes de tout compte des salariés dont l'entreprise est en difficulté. En fait, c'est un fonds qui fonctionne d'une part avec les cotisations de tous les employeurs en France et d'autre part qui a un rang qu'on appelle super privilégié, donc qui est le premier à être remboursé dans le cadre des liquidations pour que ce fonds puisse en gros se recharger et intervenir dans toutes les sociétés en difficulté. Donc ça, c'est une particularité très franco-française. Et après, il y a la notion de privilège, de sûreté.
Et c'est vrai qu'un créancier chirographaire qui n'a pas de privilège va être payé après tous les autres. Donc, en gros, tous les fournisseurs qui n'ont pas de sûreté, généralement, ne sont pas payés. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que c'est intéressant lorsqu'on est chef d'entreprise et qu'on livre donc à des clients, de se prémunir aussi du risque de défaillance de ses clients. Et par exemple, la clause de réserve de propriété, qui est un mécanisme qui est assez simple à mettre en place quand on est chef d'entreprise, peut permettre de protéger efficacement de la défaillance du client pour le chef d'entreprise. Il y a un point aussi, alors donc ça, pour reprendre ce que vous avez dit dans l'ordre des créanciers, donc vous avez bien expliqué, un certain nombre de créanciers ne verront jamais leurs créances remboursées. Ça c'est clair, ça ne se discute pas. En revanche, ils peuvent mettre en cause la responsabilité personnelle des dirigeants, des mandataires. Alors, il existe des contrats d'assurance pour ça. Et il faut bien se dire une chose, c'est que cette responsabilité civile personnelle du mandataire, qui n'a aucun rapport avec le tribunal, qui n'a aucun rapport avec aucune sanction, je dirais, judiciaire, peut être mise en cause par des créanciers, par des salariés, par des actionnaires, par n'importe qui peut, alors c'est compliqué, mais c'est jouable, aller chercher le mandataire sur ses biens propres s'ils estiment qu'il y a eu une faute de gestion suffisamment grande pour les priver d'un certain droit. Un salarié qui n'aurait pas eu toutes les indemnités, un actionnaire qui estime qu'on a dévalorisé son apport, un fournisseur qui dit ben moi l'affaire a été liquidée par le tribunal, je constate que ma créance est perdue, j'intente une action contre le dirigeant et ce sont des contrats, alors, parce que ça c'est quelque chose que l'on peut assurer et ce sont des contrats qui sont très à la mode actuellement. C'est quelque chose qui nous arrive des États-Unis, dans lequel ce genre d'action était relativement fréquent. Quand je me faisais planter par une entreprise, je disposais d'un droit contre le dirigeant. Donc aujourd'hui, ça fait partie des solutions assurantielles. On a commencé à en ébaucher quelques-unes tout à l'heure, comme la GSC, comme, je ne sais plus qu'est-ce qu'on avait évoqué, on en avait évoqué 2 ou 3. Donc il y a aussi ça qui permet de prémunir le dirigeant sur ses biens propres. Écoutez, merci à tous. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on passe dans l'espace d'à côté et que vous puissiez poursuivre les questions avec les intervenants plus en direct, si ça vous convient. Pardon. Pourquoi je dis ça? Tout à l'heure, effectivement, vous l'avez noté. On vous a dit que le juge consulaire, donc les juges des tribunaux de commerce, sont des bénévoles. Et on n'a pas évoqué le fait qu'ils sont élus par leurs pairs. Ils sont élus par les chefs d'entreprise. Alors, régionalement, il y a des élections tous les ans. Parce qu'il y a un renouvellement par définition des juges. C'est un travail qui est prenant. Mais je voulais juste vous dire qu'effectivement, dans vos régions, où vous soyez, à partir du moment, alors je ne me souviens plus, c'est 30 ans, je crois, mais au-dessus de 30 ans, il faut mieux plutôt attendre encore un peu, parce que si vous êtes chef d'entreprise, il faut d'abord privilégier l'activité de votre entreprise. Mais sachez que c'est possible de devenir juge consulaire à partir disons d'un certain âge, parce que vous êtes sûr dans le fonctionnement de votre entreprise, parce qu'on va vous demander de travailler, parce que c'est bénévole, mais il faut travailler en plus, hein. Et que vous aurez probablement des nuits un peu cauchemardesques pour savoir dans quel sens je vais juger. Le juge, il doit être, disons, dubitatif en permanence. Est-ce que je donne raison à X ou est-ce que je donne raison à Y? Et je donne raison à Y que si j'arrive à motiver que Y a raison. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, tous les ans, les tribunaux de commerce, ceux qui sont autour de chez vous, eh bien, recrutent. Et donc, c'est une belle mission, c'est une belle fonction passionnante. Et vous rencontrez des personnalités toujours très intéressantes, que ce soit en contentieux ou que ce soit effectivement en procédure collective. Et sachez aussi, certes, vous n'êtes pas payé,
Mais il n'empêche que votre fonction est absolument la même que celle des magistrats professionnels dès lors que vous prêtez le même serment et que vous rendez la justice au nom du peuple français. Donc, ce n'est pas n'importe quoi. Voilà, j'arrête ma publicité. Merci.